on va passer à la présentation de Clémence Guillermin, si je le prononce bien, qui est une philosophe des sciences dont les travaux portent principalement sur le processus du vieillissement humain, plutôt, là encore, au prisme de la biologie contemporaine. Elle a soutenu sa thèse sur ce sujet sous la direction de Marie Gaille à l'université Paris-Cité, puis elle a rejoint Nantes Université pour un contrat postdoctoral sur les maladies mitochondriales et elle y débute prochainement un second postdoc consacré au diagnostic néonatal. Je signale par ailleurs la publication en février prochain de son livre aux presses universitaires de France intitulé Le vieillissement n'est pas une maladie, qui paraîtra dans la collection Sciences dans la cité. Et parmi ses sources de réflexion, Bergson occupe une place particulière, raison pour laquelle elle est là aujourd'hui. Et le cadre conceptuel bergsonien a nourri son travail et c'est dans cet esprit que s'inscrit sa présentation, je crois, qui s'intéresse notamment à l'évolution créatrice. Le titre qui a été donné pour cette présentation, c'est en effet Relire l'évolution créatrice pour mieux comprendre le vieillissement biologique. Super, bon, parfait. Donc merci beaucoup pour cette présentation et merci aux organisateurs de ce colloque. Je vais préciser tout de suite que moi je ne suis pas spécialiste de Bergson, donc je vous prierai de m'excuser pour les éventuelles imprécisions ou incorrections. Voilà, j'espère ne pas dire trop de bêtises. Et donc je vais vous proposer effectivement de parler de la philosophie de Bergson à partir d'une perspective un peu particulière qui sera donc la biologie contemporaine et en particulier la biologie du vieillissement, donc celle qui s'intéresse au vieillissement biologique. Et donc, je vais vous proposer qu'on relise ensemble, qu'on reparcourt ensemble l'évolution créatrice afin de mieux comprendre ce phénomène biologique particulier qui est donc le vieillissement. Donc, mon point de départ, ça va être la biologie du vieillissement, qui est une discipline ou une sous-discipline scientifique un peu particulière, qui est aujourd'hui caractérisée par plusieurs choses, et en particulier par une absence, et c'est caractéristique, presque totale et quasi systématique de consensus parmi les chercheurs. C'est ce qu'ont montré les auteurs de l'article que je vous ai mis sur la droite. Et ce qui est intéressant, c'est que parmi les zones de désaccord, certaines sont absolument essentielles en fait à notre compréhension du vieillissement. Par exemple, qu'est-ce que le vieillissement? Quand est-ce qu'il commence? Est-ce qu'il est programmé par la génétique? Est-ce que c'est un phénomène qui est mesurable, quantifiable, réversible? Qu'est-ce qu'on peut dire des espèces non sénescentes, donc qui semblent ne pas vieillir, etc., etc. Et donc cette absence de consensus souligne, à mon avis, la nécessité de continuer à multiplier les approches et les perspectives pour mieux comprendre ce phénomène. Et donc mon postulat, celui qui sous-tend cette présentation, c'est que la philosophie en général et la philosophie de Bergson en particulier pourraient bien constituer l'une de ces perspectives. Et donc je vous propose de prendre pour point de départ un ouvrage de Bergson qui est emblématique à ce sujet, qui est L'évolution créatrice, donc de 1907, au sein duquel, comme vous le savez, Bergson va élaborer une réflexion tout à fait originale sur les connaissances biologiques de son époque, notamment à partir des notions de création et d'évolution. Et comme vous le savez aussi probablement, ces notions de création et d'évolution permettent en fait à Bergson de traiter de très nombreux sujets dans des domaines divers, comme la paléontologie, l'anatomie comparée, la taxonomie, la physiologie, etc. Et donc on peut dire, pour reprendre les termes de Thierry Auquet dans son article de 2024, que Bergson y raisonne comme uberbiologiste ou métabiologiste, c'est-à-dire plus biologiste que les biologistes eux-mêmes, et entendant dépasser le travail de ces derniers par le biais notamment de la métaphysique. Et donc l'objectif de mon intervention, c'était d'arriver à m'inscrire dans la lignée de cet article de Thierry Auquet pour montrer que la philosophie de Bergson, notamment telle qu'elle se déploie dans l'évolution créatrice, est susceptible d'éclairer certaines problématiques récurrentes de la biologie actuelle, en particulier sur le sujet du vieillissement. Donc, je vous propose une intervention en deux temps. Dans un premier temps, ce sera plutôt une exploration, un retour à l'œuvre de Bergson, et en particulier donc une relecture de l'évolution créatrice. Je montrerai qu'on peut extraire de cet ouvrage plusieurs éléments susceptibles d'être mobilisés pour réappréhender, repenser le vieillissement biologique. Et dans un second temps, je ferai un retour à la biologie du vieillissement avec des considérations peut-être un peu plus biologiques. Et je vous montrerai quelques pistes de recherche, pistes de réflexion concrètes qu'on peut tâcher d'explorer à la lumière de la philosophie bergsonienne. Voilà, donc dans un premier temps, je propose de revenir à l'évolution créatrice et à l'œuvre de Bergson. Et donc, je pense qu'il y a plusieurs éléments qu'on peut récupérer chez Bergson, notamment quatre que je vais énumérer, et puis je reviendrai plus en détail sur chacun de ces quatre éléments. Il y a d'abord une certaine conception de la vie, du vivant en général, et en particulier du fonctionnement d'un organisme vivant supérieur.
Il y a aussi une notion qui est celle dont on vient de parler, qui est la notion d'élan vital. Et je me demanderais en particulier comment une telle notion peut s'articuler avec le constat que tous les organismes finalement vieillissent et se détériorent. Le troisième élément, ce sera plus une description ou une explication du vieillissement. Et le dernier élément, ce sera cette méthode que Bergson propose pour appréhender le vivant, qui repose donc, comme on l'a entendu déjà aujourd'hui, davantage sur l'intuition que sur l'intelligence. Enfin, donc, je vais revenir sur chacun de ces éléments et je vais tâcher de développer un petit peu. Donc, le premier élément, c'est cette conception particulière du vivant que propose Bergson. Alors, bien sûr, on peut se demander d'abord comment est-ce que Bergson, dans l'évolution créatrice, définit la vie et le vivant. Et comme vous le savez probablement, donc on trouve dans l'évolution créatrice plusieurs définitions de la vie. Page 27, au début, la vie est un courant. Donc, je cite un courant qui va d'un germe à un autre germe par l'intermédiaire d'un organisme développé. Et puis un peu plus loin, la vie est une tendance, puis une gerbe, donc page 100, car la vie est tendance et l'essence d'une tendance est de se développer en forme de gerbe qui part du seul fait de sa croissance. Pardon, j'ai une partie qui est cachée, des directions divergentes entre lesquelles se partagera cet élan avec cette notion d'élan sur laquelle je vais revenir. Je suis à moitié cachée, j'ai poussé les petits guillemets, voilà. Et surtout, donc, Bergson va prendre soin de distinguer le vivant de la matière inerte. Donc, au tout début de son ouvrage, page 8, il souligne que la caractéristique des objets matériels est le fait que le temps ne morde pas sur eux, page 8. Et donc, à l'inverse, les êtres vivants sont, eux, continuellement soumis à l'empreinte ou à la morsure, pour reprendre cette image, de la durée. Et bien sûr, ici, Bergson rejoint une réflexion sur la durée qu'il va prolonger dans l'ensemble de son œuvre. Alors bien sûr, ce n'est pas la même chose que de définir la vie au sens large, que de définir ce qu'est ou en quoi consiste un organisme vivant. Et de fait, dans l'évolution créatrice, vous avez tout un passage sur le fonctionnement des êtres vivants en particulier, et notamment sur le rôle de l'alimentation, qui moi m'a intéressé tout particulièrement, puisque j'avais montré dans un article qu'il y avait un lien historique entre les théories biologiques du vieillissement et la question de l'alimentation ou de la nutrition. Et donc, de fait, page 22, Bergson écrit que c'est l'aliment qui conserve, entretient et soutient l'organisme où le système nerveux est inséré et sur lequel les éléments nerveux doivent vivre. Et donc, Bergson va développer une vision très énergétique du fonctionnement de l'organisme. Il écrit notamment, page 123, que tout se passe comme si l'effort entier de l'organisme s'employait à approvisionner d'énergie potentielle les éléments du tissu musculaire et ceux du tissu nerveux. Et ensuite, il revient sur le rôle central de ce système sensorimoteur. Alors, je vais lire la citation parce qu'elle me servira juste après. Donc, page 125, il écrit: On pourra dire qu'un organisme supérieur est essentiellement constitué par un système sensorimoteur installé sur des appareils de digestion, de respiration, de circulation, de sécrétion, etc., qui ont pour rôle de le réparer, de le nettoyer, de le protéger, de lui créer un milieu intérieur constant, enfin et surtout de lui passer de l'énergie potentielle à convertir en moyen de locomotion. Donc ici, on a un bel aperçu de la vision de Bergson des organismes vivants supérieurs, où, vous le constatez vous-même, il n'est absolument pas question de vieillissement. Et donc là, une des questions qui me vient à l'esprit, c'est comment est-ce que cette conception de l'organisme vivant supérieur peut-elle s'articuler avec le vieillissement? Est-ce que le vieillissement est simplement une forme de dysfonctionnement ou est-ce qu'il y a davantage? Et ce qui est intéressant pour répondre à cette question, c'est que Bergson va positionner l'organisme individuel par rapport au vivant en général, en qualifiant notamment les organismes de traits d'union. Donc, c'est la citation page 88. Nous revenons ainsi par un long détour à l'idée dont nous étions partis, celle d'un élan originel de la vie, etc. Donc, passant d'une génération de germes à la génération suivante de germes par l'intermédiaire des organismes développés qui forment entre les germes le trait d'union. Et ensuite, il est question de lieu de passage. Donc Bergson écrit: L'être vivant est surtout un lieu de passage et l'essentiel de la vie tient dans le mouvement qui la transmet, page 127. Or, bien entendu, ce mouvement, cette impulsion, c'est ce que Bergson va qualifier d'élan vital ou de gerbe vitale, qui est le deuxième élément qu'à mon avis on peut extraire de la philosophie bergsonienne. Donc deuxième élément, c'est cette fameuse notion, cette notion d'élan vital. Alors de même, on peut se demander tout d'abord comment est-ce que Bergson définit l'élan vital. Et il se trouve que la définition la plus claire et la plus explicite de l'élan vital se trouve, plutôt que dans l'évolution créatrice, au deuxième chapitre des deux sources de la morale et de la religion, au sein duquel Bergson écrit que l'élan vital est une poussée interne passant de germe en germe à travers les individus qui portent la vie dans une direction donnée à une complication de plus en plus haute, page 117. Alors que dans l'évolution créatrice, cette notion d'élan vital, elle est introduite certes dès le premier chapitre, mais elle est élaborée ensuite très progressivement,
puisque vous savez peut-être qu'il est d'abord question d'une tendance, d'une poussée, d'un courant, puis d'un mouvement, d'une impulsion ou encore d'un jaillissement. Et ensuite, fidèle à sa méthode, Bergson va s'appuyer sur diverses images pour essayer de s'approcher de cette intuition qu'il a de l'élan vital. Donc, il utilise notamment l'image de la gerbe vitale lorsqu'il écrit donc cette citation que j'ai déjà citée, hein, la vie est tendance et l'essence d'une tendance est de se développer en forme de gerbe. Et puis ensuite, l'image de l'explosion, avec notamment une référence à la force explosive, page 99, due à un équilibre instable de tendance que la vie porte en elle. Et puis un peu plus loin, page 121, Bergson écrit que ce qui constitue l'animalité, c'est la faculté d'utiliser un mécanisme à déclenchement pour convertir en action explosive une somme aussi grande que possible d'énergie potentielle accumulée. Et au passage, on retrouve ici cette vision très énergétique de l'organisme vivant. Et donc, je reviens à cette question que j'avais déjà évoquée un peu avant, la question qui moi, me taraudait et qui justifie en fait que je me sois finalement intéressée à ce colloque et que j'ai voulu présenter quelque chose, c'était que je me demandais vraiment comment est-ce que cette notion d'élan vital pouvait s'articuler, pardon, avec le constat que nous pouvons tous faire que les organismes vivants vieillissent et avec le temps se détériorent. Et il me semblait qu'en fait, on faisait ici face à une alternative, c'est-à-dire que soit on devait considérer que l'élan vital n'était finalement pas observable ou pas dans la même mesure à l'échelle des organismes individuels, au sein desquels finalement, à partir d'un certain âge, on n'observerait que peu de phénomènes d'élan, donc de création organique. Et dans ce cas, il faudrait considérer que les organismes vivants sont une forme d'impasse, une zone de compression ou de restriction de la gerbe vitale. Ou alors, il y aurait bien élan vital et création à l'échelle individuelle, y compris dans le vieillissement, y compris lorsque les organismes vieillissent et se détériorent. Et dans ce cas, il restera à expliquer ce phénomène que les biologistes appellent le vieillissement ou la sénescence, et peut-être plus concrètement se demander quels sont les phénomènes de création organique, les formes d'élan que l'on peut observer au sein d'un organisme vieillissant. Alors Bergson ne fournit pas suffisamment, à mon avis, d'éléments pour répondre de façon tranché entre ces deux alternatives, mais il donne en revanche quelques éléments de réponse, notamment à plusieurs reprises, il va souligner le caractère fini de l'élan vital. Donc, page 127, il parle d'une force limitée et toujours inadéquate. Page 142, il écrit que tout paraît indiquer que cette force est finie et qu'elle s'épuise assez vite en se manifestant. Et puis, page 254, il écrit encore que l'élan est donné et il a été donné une fois pour toutes. Donc, la question que je me pose, est-ce que cette finitude de l'élan vital suffit-elle à expliquer le vieillissement d'un organisme? Et je ne suis pas complètement certaine à ce jour d'avoir de réponse univoque. Le troisième élément qu'on peut extraire de la philosophie de Bergson et de l'évolution créatrice en particulier, c'est donc une explication, une description bergsonienne du vieillissement, puisque, Arnaud Boinich tout à l'heure l'a évoqué, à plusieurs reprises, en particulier dans l'évolution créatrice, Bergson évoque de manière tout à fait explicite la question du vieillissement. Donc, par exemple, au début du chapitre 1, il en souligne le caractère universel. Il écrit si je me transporte de haut en bas de l'échelle des êtres vivants, que je passe de l'un des plus différenciés à l'un des moins différenciés, de l'organisme pluricellulaire de l'homme à l'organisme unicellulaire de l'infusoire, je retrouve dans cette simple cellule le même processus de vieillissement, page 15. Et ensuite, page 16, de manière peut-être plus métaphorique, Bergson écrit partout où quelque chose vit, il y a ouvert quelque part un registre où le temps s'inscrit avec cette métaphore du registre sur laquelle je vais revenir. Et page 18-19, vous avez donc cette fameuse description du vieillissement explicite. Et ici, plusieurs points me paraissent intéressants. D'abord, on note que chez Bergson, le vieillissement est très clairement décrit comme un prolongement du développement embryonnaire. Donc Bergson écrit qu'il y a continuité ininterrompue entre l'évolution de l'embryon et l'évolution de l'organisme complet, ce qui ne va pas de soi pour les biologistes aujourd'hui. La poussée en vertu de laquelle l'être vivant grandit, se développe et vieillit est celle-là même qui lui a fait traverser les phases de la vie embryonnaire. De cette évolution prénatale, la vie est le prolongement, page 18. Et puis ensuite, Bergson va comparer le vieillissement à d'autres étapes, le mettre sur le même plan en fait, d'autres étapes que Bergson qualifie de crise, comme la puberté ou la ménopause, qui selon lui font partie intégrante de notre vieillissement. Et ensuite, il y a un passage tout à fait intéressant, toujours page 18-19, où Bergson va distinguer deux composantes du vieillissement. D'une part, les phénomènes de destruction organique, qui sont selon lui en nombre limité, soumis aux lois de la physico-chimique et qui appellent une explication mécaniste. Donc il cite plusieurs exemples, l'effet de sclérose, l'accumulation graduelle des substances résiduelles ou encore l'hypertrophie grandissante du protoplasme de la cellule, qu'il faudrait reformuler en termes plus contemporains, mais peu importe. Et puis la deuxième composante, ce sont ces phénomènes vitaux, proprement dit, ou faits organiques, qui selon Bergson reflètent une évolution qu'il qualifie de proprement vitale,
qui est selon lui la continuation insensible, infiniment divisée du changement de forme et qui ne peuvent être appréhendées que par l'intuition. Donc la question sur laquelle je vais revenir un petit peu plus loin dans ma deuxième partie, c'est est-ce que cette partition, cette division, est-ce qu'elle peut être féconde et qu'est-ce que les biologistes peuvent en tirer de concret? Et vous verrez qu'il y a des éléments tout à fait intéressants qu'on peut récupérer. Et enfin, toujours sur cette description bergsonienne du vieillissement, je souligne quand même que chez Bergson, le vieillissement est toujours essentiellement appréhendé en termes de mémoire. Et il écrit notamment que l'évolution de l'être vivant, comme celle de l'embryon d'ailleurs, implique un enregistrement continuel de la durée, une persistance du passé dans le présent, et par conséquent une apparence au moins de mémoire organique. Alors, on pourrait prolonger la réflexion en se demandant notamment quelles sont les images, les métaphores que Bergson va utiliser pour parler du vieillissement. Et là, ça dépasserait un petit peu le cadre de l'évolution créatrice, juste très brièvement. Donc, on trouve quelques éléments intéressants dans l'introduction à la métaphysique, dans laquelle Bergson écrit notamment que le vieillissement, c'est si l'on veut le déroulement d'un rouleau, car il n'y a pas d'être vivant qui ne se sent arriver peu à peu au bout de son rôle, et vivre consiste à vieillir, mais c'est tout aussi bien un enroulement continuel comme celui d'un fil sur une pelote, car notre passé nous suit, il se grossit sans cesse du présent qu'il ramasse sur sa route, et conscience signifie mémoire. Et ici, on a deux aspects intéressants. L'aspect donc déroulement d'un rouleau, avec l'idée qu'on est toujours dans le prolongement de quelque chose, et en particulier du développement embryonnaire. Et puis l'aspect inverse, donc plutôt l'enroulement, enroulement continuel d'un fil sur une pelote, qui fait lui davantage écho à cet enregistrement continuel de la durée et cette métaphore du registre. Et donc, enfin, le quatrième élément qu'on peut extraire de la philosophie bergsonienne et de l'évolution créatrice en particulier, c'est donc la méthode de Bergson dont on a déjà parlé pour appréhender le vivant. Donc, vous savez que dans l'évolution créatrice, à plusieurs reprises, Bergson va souligner la nécessité de repenser, de reconsidérer la façon dont nous apprenons le vivant. À plusieurs reprises, il va pointer les limites de l'intelligence qu'il estime, donc je vous le rappelle simplement, inapte à comprendre le vivant. Notamment, il écrit page 162 que quoi qu'elle fasse alors, l'intelligence résout l'organisé, donc la matière vivante, en inorganisé, car elle ne saurait, sans renverser sa direction naturelle, sans se tordre sur elle-même, penser la continuité vraie, la mobilité réelle, la compénétration réciproque, et pour tout dire, cette évolution créatrice qui est la vie. Et puis ensuite, comme vous le savez, j'imagine, au chapitre 3 et 4, il va rentrer dans le détail. Il va expliquer donc, que l'intelligence se sent surtout à son aise en présence de la matière inorganisée, que quand l'intelligence aborde l'étude de la vie, nécessairement elle traite le vivant comme inerte, et donc que c'est, je cite, par accident, chance ou convention comme on voudra, que la science obtient sur le vivant une prise analogue à celle qu'elle a sur la matière inerte, sur la matière brute, page 200. Ensuite, donc, il prolonge sa réflexion. Au chapitre 4, il souligne encore un autre problème de l'intelligence, essentiellement tourné vers l'action. Donc, il écrit que le rôle de l'intelligence est de présider à des actions. Or, comme il le souligne, donc, dans l'action, c'est le résultat qui nous intéresse et les moyens apportent peu pourvu que le but soit atteint. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais il va souligner également le caractère cinématographique de notre connaissance, qui est lié au caractère kaléidoscopique de notre intelligence, qui va impacter notre vision de la vie et du vieillissement. Et je vous mets simplement cette petite citation qui est très intéressante lorsqu'on s'intéresse au vieillissement. Donc je cite simplement page 311. Que l'enfant devienne adolescent, puis homme mûr, enfin vieillard, cela se comprend quand on considère que l'évolution vitale est la réalité même. Enfance, adolescence, maturité, vieillesse sont de simples vues de l'esprit, des arrêts possibles imaginés pour nous du dehors le long de la continuité d'un progrès. Et donc, à la fois plus généralement et plus spécifiquement, ce qu'on comprend à travers cette citation, c'est que pour Bergson, l'intelligence n'est pas faite pour penser l'évolution. Alors Bergson précise l'évolution au sens propre du mot, c'est-à-dire la continuité d'un changement qui serait mobilité pure. Et moi, j'aimerais préciser l'évolution à double sens. Donc, l'intelligence est inapte à penser l'évolution à l'échelle des espèces, au sens de l'évolution, la théorie de l'évolution de Darwin. Elle est aussi inapte à penser l'évolution individuelle, donc le vieillissement d'un organisme à l'échelle individuelle. Et donc, bien sûr, quelle est l'alternative que Bergson va proposer pour appréhender le vivant? J'imagine que vous le savez, donc c'est cette approche plus intuitive et puis presque artistique. Il écrit: on peut concevoir une recherche orientée dans le même sens que l'art et qui prendrait pour objet la vie en général. Une approche qui, bien sûr, reposerait davantage sur l'intuition. Donc, à défaut de la connaissance proprement dite, l'intuition pourra nous faire saisir ce que les données de l'intelligence sont ici d'insuffisant. Et Bergson précise que c'est parce que l'intuition marche dans le sens même de la vie, alors que l'intelligence va en sens inverse. La fin du chapitre
chapitre 4, je vais simplement en parler pour faire la transition avec ma deuxième partie. Elle est finalement très programmatique, donc personne ne rappelle qu'il ne s'agit pas de remplacer l'intelligence par l'intuition. On en a parlé un peu ce matin. Il explique simplement qu'à l'intelligence, on adjoindrait l'intuition. Il revient sur la question de l'action et donc sur l'utilité de sa méthode. Il écrit que cette autre connaissance, si elle est possible, sera pratiquement inutile, qu'elle n'étendra pas notre empire sur la nature. Et surtout, il donne ici quelques clés pour mettre cette méthode en pratique. Donc, il écrit entre autres choses, il faudrait faire appel à notre expérience, à une expérience, il précise, à une expérience épurée, je veux dire dégager là où il le faut des cadres que notre intelligence a constitués au fur et à mesure des progrès de notre action sur les choses. Donc, je fais ici quoi la présentation de ce matin. Et justement, ça me permet aussi de faire la transition avec ma deuxième partie. Mettre cette méthode en pratique, c'est justement ce que j'ai essayé de faire avec la biologie, en particulier la biologie du vieillissement. Et donc, ceci me permet de faire la transition avec ma deuxième partie. Donc, je vous propose ici de revenir à la biologie du vieillissement au prisme des 4 éléments que j'ai énumérés et de la philosophie bergsonienne. Donc l'idée, c'est vraiment de repenser le vieillissement biologique au prisme de cette philosophie et donc de s'appuyer sur ces différents éléments de la philosophie de Bergson pour tâcher de formuler des propositions concrètes, d'explorer des propositions concrètes pour une approche qui serait différente et j'espère renouvelée du vieillissement d'un organisme vivant. Alors j'ai plusieurs propositions. La première, c'est repenser le vieillissement biologique à la lumière de cette distinction dont j'ai parlé, page 227 entre phénomènes de destruction organique et phénomènes vitaux ou faits de création organique. Alors ici, je vais faire un tout petit peu de biologie. Donc en biologie, en fait, pour la plupart des biologistes, le vieillissement est avant tout caractérisé par un déclin, une détérioration de l'organisme, une diminution des performances. Donc j'aurais pu multiplier les exemples. Je vous ai simplement donné un exemple d'un article de 2024 dans lequel les auteurs définissent le vieillissement comme une performance individuelle réduite liée à l'âge et causée par une dégradation physiologique. Plus encore, le vieillissement, donc, il est caractérisé par considéré comme un déclin et surtout il est mesuré comme tel. Donc si vous regardez par exemple les grandes caractéristiques du vieillissement qu'énumèrent les biologistes, vous avez toujours des phénomènes comme une augmentation de l'inflammation chronique, un épuisement, donc une réduction des cellules souches, une dérégulation aussi dans le sens d'une diminution de la détection de nutriments et des altérations épigénétiques toujours dans le sens d'une diminution de quelque chose, en l'occurrence d'une diminution des profils de méthylation pour ceux à qui ça parle. Et de même, si vous vous intéressez à des mesures plus générales du vieillissement d'un organisme, par exemple les mesures destinées à évaluer le degré de fragilité d'un organisme vivant, vous retrouvez de même l'idée qu'on chercherait à quantifier, à mesurer un déclin, une détérioration, une diminution de quelque chose. Dans tous les cas, il me semble qu'il est toujours davantage question de phénomènes de destruction organique, comme ceux que décrit Bergson, que propose Bergson dans l'évolution créatrice. À l'inverse, et c'est là où ça devient intéressant, certains biologistes se sont récemment davantage focalisés sur les mécanismes de correction, de réparation, de conservation des organismes vivants, avec cette hypothèse sous-jacente que en fait, le vieillissement biologique serait davantage le résultat d'un épuisement, d'une détérioration, de certains dysfonctionnements peut-être de ces mécanismes, plutôt que simplement d'une accumulation de dommages ou de dysfonctionnements. Donc, je vais vous donner un exemple d'un article que je vais mobiliser. Dans un article de 2020, les auteurs de Ferrucci et al. Évoquent des mécanismes de résilience, des mécanismes aussi qu'ils appellent homéostatiques ou de compensation, qui sont des mécanismes biologiques donc, qui préviennent l'accumulation de dommages à différents niveaux et de différentes manières. Alors, pour ceux à qui ça parle, c'est des mécanismes de réparation de l'ADN, de prévention de la sénescence cellulaire, de conservation des profils épigénétiques et de conservation du fonctionnement mitochondrial. Ce sont des mécanismes qui sont très efficaces en début de vie, de moins en moins performants avec l'avancée en âge et qui justifieraient l'accumulation de dommages et d'erreurs à différentes échelles d'études biologiques. Et ce qui me paraît tout à fait intéressant, c'est qu'en examinant cet article, je pourrais rentrer davantage dans le détail si vous le souhaitez par la suite, il me semble que ces mécanismes de résilience relèvent en fait davantage de phénomènes vitaux, vraiment au sens où l'entend Bergson, c'est-à-dire qu'ils continuent à refléter une forme d'élan, en fait, une forme de création organique tout au long de la vie des individus. Et donc l'idée, ce serait d'arriver à s'appuyer davantage sur cette distinction entre phénomènes de destruction organique et phénomènes vitaux que propose Bergson, pour essayer de se focaliser justement sur les seconds. Et c'est à mon sens que commencent à faire ces auteurs, donc Ferrucci et al., puisqu'ils soulignent que aujourd'hui, un aspect essentiel de la recherche en biologie du vieillissement devrait être justement de chercher à mieux mesurer l'efficacité de ces mécanismes avec le temps, plutôt que de se focaliser sur l'accumulation de dommages.
donc de s'intéresser davantage à des phénomènes vitaux. Alors, je nuance toutefois mon propos puisque ces auteurs soulignent qu'à ce jour, on ne sait pas très bien faire, puisque même si on se concentre sur l'un ou l'autre des aspects qu'ils évoquent, les perspectives sont limitées souvent par des soucis techniques. Donc, par exemple, je vous ai mis plusieurs citations, mais par exemple, si vous regardez la dernière, on sait qu'aujourd'hui, la quantification de la réparation, des capacités de réparation de l'ADN chez l'humain reste assez insatisfaisante. Alors pourquoi vouloir se focaliser sur les phénomènes vitaux plutôt que sur les phénomènes de destruction organique, pardon. Il faut bien comprendre que derrière, il y a des enjeux de santé publique qui sont parfois considérables, hein. Ça devrait permettre de mieux anticiper, de prévenir et d'intervenir en amont, puisque Ferrucci et al. Soulignent que les patients âgés ou vieillissants viennent souvent consulter alors que les mécanismes de compensation et de résilience sont déjà épuisés. Et donc l'idée, ce serait d'arriver à opérer un changement de perspective, donc d'apprendre à lutter avec l'organisme tant qu'il possède ces mécanismes de résilience et de compensation, plutôt que d'aller contre une évolution naturelle. Donc se focaliser sur les capacités de résilience et de conservation de l'organisme. Bien sûr, ça ouvre toute une réflexion sur le rôle de la biologie du vieillissement, le rôle de la gérontologie et sur leurs applications. Est-ce que l'objectif, c'est de contrer des phénomènes de détérioration et de dégradation? Est-ce qu'il s'agit d'aller à l'encontre d'une évolution naturelle? Ou bien est-ce que le but, c'est d'apprendre à s'appuyer au maximum sur les capacités de conservation et de résilience des organismes le plus longtemps possible? Et je ne vais pas rentrer dans ces détails, mais vous voyez que les enjeux sont, à mon avis, vastes et très intéressants, je crois. Simplement, dans le temps qui me reste, un deuxième exemple peut-être de piste de réflexion qu'on peut engager à la lumière de la philosophie bergsonienne, qui vous intéressera peut-être encore davantage, en tout cas je l'espère. Euh, on pourrait penser le vieillissement au prisme de la philosophie bergsonienne afin de venir questionner les frontières du vivant, les frontières du monde vivant. Et mon point de départ ici, ce serait le caractère universel du vieillissement que, si vous vous souvenez du début de ma présentation, que Bergson évoque au début de l'évolution créatrice, lorsqu'il écrit notamment Partout où quelque chose vit, il y a ouvert quelque part un registre où le temps s'inscrit, page 16, ou encore dans son introduction à la métaphysique, Vivre consiste à vieillir. Donc, il y a une forme d'équivalence entre la vie, le vivant et le vieillissement. Et il se trouve que c'est une hypothèse qui semble se confirmer sur le plan biologique. Donc si je reprends les propos de Maël Lemoine dans un article de 2021 dans lequel il explique que tous les organismes, même les organismes non sénescents, donc ceux qui semblent ne pas vieillir, ont en fait à gérer, à faire face à au moins un mécanisme du vieillissement, et en l'occurrence l'accumulation progressive de protéines instables ou mal repliées. Et donc l'idée, ce serait, à partir de cette équivalence, de se dire que chercher des signes de vieillissement au sein d'une espèce, ça reviendrait en quelque sorte à y chercher des signes de vie. Et donc, par corrélation, identifier quelles sont les espèces qui vieillissent et, à l'inverse, celles qui ne présentent pas ou aucun ou peu de signes de vieillissement, serait en fait une manière de redéfinir ou de redéfinir plus précisément les frontières du monde vivant. Alors bien sûr, vous pouvez soulever immédiatement une objection qui est que ça nécessiterait d'avoir défini très précisément en amont ce qu'on recherche. Et vous l'aurez peut-être compris au début de ma présentation, en fait, c'est que c'est compliqué parce que les définitions du vieillissement en biologie sont variées, multiples, parfois contradictoires. Donc vous avez des solutions explorées par les chercheurs pour contourner ce problème de la multiplicité des définitions. Parfois, les chercheurs, les biologistes cherchent ce que le vieillissement n'est pas, donc ils cherchent à le distinguer de phénomènes similaires. Donc le vieillissement n'est pas une simple usure des objets physiques. Le vieillissement n'est pas non plus une simple sénescence cellulaire. Parfois, les biologistes se focalisent sur l'une ou l'autre des grandes caractéristiques du vieillissement. Mais en fait, le problème, c'est que chez certaines espèces, ça marche très bien chez beaucoup d'espèces, mais pour certaines espèces, c'est plus compliqué, notamment les espèces pour lesquelles les signes de vieillissement sont ténus, inhabituels ou ambigus. Parfois, ils dépendent de conditions environnementales ou du moment de l'observation. Et donc ici, il me semble que il me semble que c'est ici que la philosophie bergsonienne peut apporter un éclairage intéressant. Notamment, il pourrait être utile ici de se demander, plutôt que de chercher des signes de vieillissement, pardon, se demander si le temps marque d'une manière ou d'une autre les individus, ou en d'autres termes, s'il existe dans ces espèces un registre où le temps s'inscrit. Et donc, une piste de recherche qui s'ouvrirait ici, ce serait de chercher des signes de vieillissement chez les diverses formes de vie latente ou de presque-vie ou d'infravie, comme les appelle Thomas Himes dans son ouvrage de 2019. Donc, un seul exemple qui vous parlera probablement. Vous savez probablement que les virus sont souvent considérés comme positionnés à la frontière du vivant, donc entre le vivant et l'inerte.
Donc on pourrait se demander, à la lumière de la philosophie bergsonienne, si le vieillissement existe chez les virus et déterminer si les virus sont soumis ou non à une forme de vieillissement, si le temps mort sur eux pourrait être peut-être un argument supplémentaire pour les classer ou non parmi les espèces vivantes. Je ne rentre pas davantage dans le détail puisque je vois que le temps tourne. Je voulais simplement évoquer très brièvement d'autres pistes de recherche. On pourrait aussi parler du statut de ces espèces dites non sénescentes, donc qui semblent ne pas vieillir. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'elles n'ont aucune forme de mémoire organique, aucun signe de passage du temps, aucun registre où le temps s'inscrit, ou bien simplement est-ce qu'il n'y a aucune forme de détérioration, ce qui me paraît très différent. Et puis éventuellement pour les questions, si ça vous intéresse, je crois qu'il y a d'autres notions bergsoniennes qui pourraient être utiles pour repenser le vieillissement biologique, notamment la notion d'ordre vital, la notion d'expérience bien sûr, et la question de la durée à l'échelle de l'organisme. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail pour ne pas excéder le temps qui m'est imparti. En conclusion, je voulais simplement souligner que ce que j'ai essayé de faire, c'est de vous montrer, et j'espère vous avoir convaincu que la philosophie de Bergson, et notamment ces 4 éléments tirés de l'évolution créatrice, me semble constituer un cadre théorique pertinent et un terreau fécond pour penser, repenser, reconsidérer le vieillissement biologique. Petite parenthèse, il me semble que d'autres auteurs pourraient être convoqués de manière similaire, notamment Canguilhem ou Nietzsche, mais je pense que ça excède le cadre de ce colloque, mais on peut en reparler si ça vous intéresse. Et il me semble aussi, comme j'ai tâché de le montrer, que d'autres éléments de la philosophie bergsonienne, peut-être d'autres notions, d'autres ouvrages pourraient être mobilisés. Et si vous m'avez bien suivi, en fait, mon objectif, c'est de parvenir à ouvrir, ou en tout cas à entretenir un dialogue entre philosophie et biologie, et plus spécifiquement entre philosophie bergsonienne et biologie du vieillissement, que j'imagine potentiellement extrêmement fécond. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis bien sûr ouverte aux questions. Merci beaucoup pour cette présentation qui était très claire et c'était très intéressant d'avoir cette approche aussi biologique du vieillissement je pense, on connaît moins. Euh, Est-ce que on n'a pas beaucoup de temps pour les questions, mais tout de même, je regarde qui a levé la main. Catherina, je te laisse la parole, ensuite ça sera Joël. Oui, merci beaucoup, Mathilde. Merci, Clémence, pour cette exposé très intéressante, vraiment, qui parle à beaucoup d'intérêts que j'ai et que je voudrais ramener dans ma question à une interprétation fondamentale de Bergson, en fait. Et quand tu parlais, je pensais aussi au titre du livre que Mathilde a annoncé, que tu publieras en février, donc le vieillissement n'est pas une maladie. Et ça me faisait penser à une idée du vieillissement comme quelque chose de négatif qu'on pourrait éliminer d'une vie qui reprendrait la pleine positivité, d'une croissance qui pourrait acquérir une pleine positivité. Et je trouve dans les passages que tu nous as soumis de Bergson à propos du vieillissement une certaine ambivalence que je voudrais te demander d'éclaircir quant au vieillissement, comme quelque chose qui pourrait être à la fois vu comme en effet un élément négatif, un élément de finitude, un creux, dirait Merleau-Ponty, de l'être, un élément euh, destructif, un élément créativement destructif peut-être, ou alors un visage du progrès, un visage de l'évolution, donc quelque chose qui reste enveloppé dans une plénitude, dans une positivité ultime de la métaphysique bergsonienne. Comment peut-on le lire correctement? Moi, j'avais l'impression qu'à ce sujet, j'espère bien répondre à la question, mais j'avais l'impression que justement cette division, cette partition entre ces phénomènes de destruction organique qui certes font écho à l'idée qu'il y a un caractère fini de l'élan vital, que l'organisme serait simplement un lieu de passage et à la fois justement une zone de restriction, de compression, d'épuisement en fait de cet élan vital, de cette gerbe vitale. Donc il y aurait d'un côté ces phénomènes de destruction
que Bergson met, à mon avis, assez vite de côté lorsqu'il aborde la question du vieillissement au début de l'évolution créatrice. C'est-à-dire qu'assez vite, il explique que ils sont soumis à l'étude par la physico-chimie, qui sont en nombre limité, etc. On a l'impression qu'il les met assez vite de côté et qu'il se focalise davantage justement sur ces phénomènes vitaux, sur ces faits de création organique. Et je pense qu'en ce sens, enfin, moi ça me paraît tout à fait intéressant, j'ai l'impression qu'il invite peut-être les scientifiques, peut-être les biologistes, et ça fait écho à ce que j'ai dit dans la deuxième partie, justement à se focaliser sur ces faits de création organique, sur cet élan qui reste visible dans les organismes jusqu'à la fin de leur vie. On parle d'une force vitale jusqu'à la fin de la vie des individus. Et je pense vraiment que cette partition qu'il fait entre ces phénomènes de destruction et ces phénomènes vitaux, enfin, à mon sens, nous invite à nous focaliser davantage sur les seconds. Et je pense que c'est une vraie piste de recherche pour les biologistes que de faire l'effort d'aller chercher le positif, les mécanismes justement de résilience, de compensation, de restauration de l'organisme qui restent actifs jusqu'à la fin de la vie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Joël, je te laisse la parole. Oui, merci Mathilde et merci donc Clémence pour ton exposé que j'ai trouvé vraiment intéressant. Ta recherche me semble vraiment intéressante. Euh, Juste une remarque et une question. La remarque, c'est que si je ne me trompe pas, Bergson, je crois que c'est dans l'évolution créatrice, si je ne me trompe pas, c'est la fin du chapitre 3, il dit que l'élan vital peut surmonter tout, etc., y compris la mort. Mmh. Oui. Et donc, ça voudrait dire que, si on le suit, ça voudrait dire que le... Et pourtant, je ne pense pas qu'il dirait que, même si l'homme surmonte la mort, je pense qu'il continuerait à dire qu'il vieillit. Donc, ça voudrait dire qu'il a une notion de vieillissement qui intègre la sénescence biologique, parce que s'il fait aussi le lien entre les deux, mais à mon avis, qui est encore plus large. Ça veut dire que pour lui, le vieillissement, ce serait un truc plus large que la sénescence, en fait. Alors, voilà, je ne sais pas si ça... Enfin, c'est une somme de remarques. Je n'ai pas le fond de cette histoire, mais factuellement, si on recoupe différents textes, on serait conduit vers cette idée. Voilà, c'était la remarque. Et la question, je n'ai pas bien compris la différence que tu fais entre, alors au niveau biologique surtout, entre les phénomènes de destruction et les phénomènes vitaux. Moi, alors c'est pareil, je n'ai pas bien ça en tête, hein, mais il me semble que chez Bergson, quand il parle des phénomènes vitaux, il parle d'éléments créatifs, et donc je pense qu'il a en tête, à mon avis, hein, enfin en tout cas moi c'est ce que j'aurais en tête comme interprétation, l'apparition de nouvelles fonctions. C'est-à-dire, par exemple, quand un enfant devient pubère, bah, il y a une certaine fonction, un comportement, etc., qui apparaît, qui lui permet de se reproduire, en fait. Donc là, il y a une création. Du coup, je ne sais pas si on peut dire la même chose de phénomènes créatifs chez la personne, chez les vieillards, si je puis dire. Parce que là, tu sembles avoir décrit, en fait, des fonctions qui résistent malgré leur moindre capacité, mais la fonction est déjà là, et simplement elle est un peu plus faible. C'est une fonction de réparation, il me semble que tu as parlé de ça, elle est un peu plus faible, mais du coup on pourrait ramener ça au concept de destruction, ça veut dire on a en gros une machine qui avait une fonction de réparation, et sa fonction de réparation, ben, elle marche un peu moins bien en fait. Voilà, donc est-ce qu'en fait c'est pas finalement de la destruction tout ça? Et est-ce que chez les vieillards, il y a vraiment des phénomènes de création comme dans l'embryogénèse ou comme dans le développement adulte? Bon, moi je dis ça, c'est en impro, c'est ce que j'ai en tête. Après, c'est peut-être pas du tout ce que veut dire Bergson, j'en sais rien. Non, je vous remercie, c'est très intéressant. Je pense que c'est très subtil. À mon avis, il y a quand même. Alors, je suis pas certaine de ce que je vais dire, hein, mais à mon avis, il y a quand même une forme de création, puisque vous avez la possibilité toujours de reconstituer certains tissus. Vous avez des tissus post-mitotiques qui sont, voilà, qui sont créés une bonne fois pour toutes. Si on les détruit, ils se reproduisent plus. Vous avez quand même une capacité de régénération, de reconstitution de certains tissus, etc. Après, c'est vrai que c'est pas une création de fonction à proprement parler. En revanche, le vieillissement s'accompagne d'un certain nombre de détériorations, de dégradations, etc. Mais certains de ces phénomènes sont associés à d'autres phénomènes qui sont plus de l'ordre de la création. Par exemple, on sait que la réduction de la population en cellules souches s'accompagne d'une augmentation de leurs propriétés anticancéreuses. Donc, de nouvelles. Alors, ce n'est pas vraiment des fonctions, c'est plutôt des propriétés cellulaires. Voilà. Mais je pense que selon l'échelle d'étude à laquelle on se place, on pourrait quand même trouver une forme de création. Mais effectivement, là, il faudrait aller façon très subtile regarder ce qu'on entend par création et peut-être que ce que moi j'appelle des phénomènes vitaux
n'est pas tout à fait ce que Bergson entendait lorsqu'il parlait des phénomènes vitaux dans l'évolution créatrice. Oui. Il faudrait que je explore un peu davantage. Voilà. Et sur votre remarque sur la question du vieillissement, donc qui dépasserait qui dépasserait juste le vieillissement biologique, je pense qu'il y a peut-être, enfin, ça me faisait penser au fait qu'il y avait peut-être deux niveaux. Donc effectivement, au-delà de la mort, il y a quand même, vous savez qu'il y a encore des cellules qui continuent à se diviser, on sait que les cheveux continuent à pousser, etc. Donc sur un sens très littéral, on pourrait dire que ça dépasse, ça va au-delà de la mort, voilà. Et après, effectivement, j'imagine que Bergson avait une perspective beaucoup plus large sur le vieillissement, sur la fécondité individuelle, au sens d'un passage, d'une transmission, voilà, qui dépasse l'organisme ou l'individu. Ouais. Oui, oui, j'imagine. Donc, merci beaucoup, ça fait des pistes de réflexion. Merci. Merci. Merci Isashi pour, je pense, qui sera la dernière question. Je te laisse la parole. Merci. Bonjour Isashi d'ailleurs. Oui. Alors, merci cette belle conférence. J'aimerais juste porter une information supplémentaire. En fait, donc, bah, Mathilda connaît ce chercheur. En fait, il y a un japonais qui s'appelle Tsubasa Yoneda qui travaille justement sur ce sujet-là, c'est-à-dire la relation entre le vieillissement et Bergson. Il a écrit un livre, et dans ce livre, il y a un gros chapitre là-dessus. Et en fait, en comparant avec Le Dantec, son ouvrage L'individualité et l'erreur individualiste, ça c'est justement donc en luttant avec cet ouvrage, Bergson a soutenu, d'après donc Tsubasa, il a soutenu l'inséparabilité entre le vieillissement et l'individualité. Donc, la notion, bien sûr, l'élan vital est très, très important, mais peut-être il faudrait prendre en compte la notion d'individualité aussi. C'est-à-dire, pourquoi donc le vieillissement? Parce que pour faire exister l'individualité. Donc, je crois que c'est assez important de... Voilà, c'est pour ça que j'ai mentionné. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, il y a une forme d'équivalence, effectivement, entre la vie individuelle et le vieillissement individuel, j'imagine. Bah, je vais aller regarder. Merci beaucoup pour la référence. Je vais aller regarder ça en détail. Merci. Merci beaucoup. Merci aux deux intervenants pour leur présentation et à tout le monde pour les questions. On va clore du coup cette séance. Je rappelle que le séminaire continue demain. Donc on se retrouve